Salut, aujourd'hui je vais répondre à la question de est-ce qu'on met l'homme ou l'artiste avant les céréales dans le lait. Et non, en fait, on va plutôt dessiner 23 films que j'ai aimés en 2023. Ouais, je me reconvertis en influenceur ciné. J'espère que ça va vous plaire et que c'est pas trop chiant. Commence avec Aftersun. J'en ai déjà fait un dessin au début de l'année dernière. Et ça fait plus d'un an que j'y repense, donc il va dans les films préférés. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est Sophie qui est adulte et qui se rappelle de ses vacances en Turquie quand elle était petite. Et qu'elle y allait juste avec son père. Ils sont dans un hôtel vraiment pas cher, il y a des spectacles le soir, des excursions, des baignades, bref, ça ressemble à des vacances tout à fait normales. Mais c'est vu à hauteur d'enfant, et petit à petit on se rend compte que son père il va pas très bien et on discerne son mal-être. C'est pas un film très bavard et j'ai pas envie d'en dire beaucoup. Je vais citer la réalisatrice qui dit elle-même qu'au départ c'était l'histoire d'un père et de sa fille en vacances, et de comment le père trouvait l'équilibre entre le fait d'être un père et un jeune homme en même temps, et qu'au final c'est devenu une quête sur les souvenirs, une recherche sur notre implication, à chercher des réponses dans un passé qu'on ne trouvera sûrement jamais. Vous avez compris, c'est un film super fun, comme le résume très bien cette critique sur Allociné que j'adore. Il fait du tai chi et il pleure, entre parenthèses, on ne sait pas pourquoi. C'est exactement ça, c'est pour ça que j'adore le film. Deuxième film, Anatomie d'une chute, de Justine Triet. Très peu de gens ont parlé de ce film, vraiment très très peu. Ça parle de Daniel, un gamin aveugle de 11 ans qui trouve le corps de son père, et sa mère Sandra qui se retrouve accusée du meurtre. C'est juste un film génial en fait. Ce qui est incroyable, c'est comment la vie de sa mère va être disséquée et jugée aux yeux de tous, quoi, et lui au milieu qui va devoir se positionner. C'est trop bien fait, trop bien raconté, pas comme ce que je viens de faire à l'instant. Même là j'en parle, j'ai envie de le revoir. Il y a des gens qui sont devenus fans de Swan Arlo et qui le trouvent magnifique avec ses cheveux gris. Et le chien en fait, le chien a eu la Palme Dog, donc la palme du meilleur chien acteur, et c'est mérité. Parce que par rapport au chien de Chien de la Casse, il joue vraiment super bien. Mais vous pouvez aussi ne pas aimer ce film, comme Patricia sur le site de la FNAC, qui dit non, très déçu, film glauque, avec 7 points d'exclamation. Je préchote un Oscar aussi pour l'actrice Sandra Hüller, et j'espère que les Oscars vont pas finir trop tard. Sinon, on va lui dire eh oh, Sandra, t'as vu l'heure? Allez hop, on passe au troisième film. L'innocence de Hirakozu Koreeda, dit juste Koreeda, c'est la classe. De dire ouah Koreeda, et j'adore le dernier Koreeda. Koreeda, c'est super. Titre original du film Monsters, qui est beaucoup mieux parce que ambigu et original. Mais bon, il a fallu changer le titre et mettre l'innocence parce qu'il faut croire qu'on est teubé. Donc c'est l'histoire d'un enfant qu'on qualifie de monstre, enfin qu'un professeur traite de monstre et que la mère veut défendre à tout prix. Puis au fur et à mesure, on va voir le point de vue des autres personnes impliquées et il y a un peu trois histoires qui se mélangent et se rendre compte de qui sont vraiment les monstres. J'ai pas envie d'en dire plus là encore. Ça parle des préjugés, de la honte, du manque de communication. C'est un film plein de tendresse et de poésie. C'est subtil, c'est touchant. La fin, la chialade quoi. Killer of the Flower Moon du petit mais très mignon Martin Scorsese. Il est mignon ce type, non? Bon, en fait, j'ai rien à dire sur le film, c'est trop bien joué, trop bien écrit, alors que c'est 3 heures de parlotte et qu'on pourrait se faire chier. C'est du grand cinoche, putain. Je vais pas m'étendre dessus, voilà, j'ai rien à dire de plus. Là aussi, donnez un Oscar à cette femme, s'il vous plaît. Sinon, je vais casser un truc. Par exemple, là, qu'est-ce que je peux casser? Un crayon. Attention, je vais casser un crayon si vous donnez pas un Oscar. Attention! Voilà! Et voilà, trop tard. On passe au quatrième film. C'est le film intello du classement, acteur non professionnel, lenteur, anti-spectaculaire. C'est Unrest ou Désordre de Cyril Choblin. C'est un film super qui se passe au 19e où on suit Joséphine, une jeune ouvrière qui fabrique des balanciers en fait pour des horloges ou pour des montres. Ça se passe à un moment où ses patrons ils essaient de réorganiser le travail, le temps, les salaires pour être toujours plus compétitifs. Et en même temps, elle fait la rencontre d'un géographe russe qui se balade et qui n'est autre que Pierre Kropotkin, un des penseurs de l'anarchisme. Donc je suis pas du tout objectif, mais il y a toute une réflexion sur le temps, sur l'exploitation des ouvriers, il y a des centaines de choses à en dire, et le clou du spectacle
La photo est trop belle. Et souvent, il y a des films un peu bizarres comme ça où on n'arrive pas à savoir ce qu'on en pense. Et puis il y a une scène trop belle qui nous cueille. Et ensuite on adore. The Fablemans. The Fableman. The Fablemans de Steven Spielberg. Là encore, pas objectif puisque j'adore Steven, quoi, comme je l'appelle moi. Ok, c'est pas un film auquel je repense tout le temps et peut-être qu'il y a un manque d'émotion et que c'est un peu trop méta. Mais j'adore peut-être parce que tout simplement j'aime son cinéma et du coup, juste voir dans cette biographie tous les échos, tous les liens qu'on peut faire avec ces films, bah ça suffit. Mais peut-être qu'il mérite pas d'être aussi haut dans ce classement. Asteroid City de Wes Anderson, la DA est incroyable, il y a que des acteurs de ouf. Et surtout, en fait, je peux comprendre que, vu que c'est tout le temps hyper esthétisé, ben, on soit un peu anesthésié à la fin et qu'on ressente pas grand chose. Mais heureusement, il y a une scène à la fin, ceux qui l'ont vu savent, qui m'a touché. Et puis des fois, il y a juste des plans qui sont tellement beaux que ça suffit à me faire plaisir. Genre celui-là avec les ombres, je trouve ça magnifique. Simple comme Sylvain de Monia Chokri, une comédie romantique incroyable. J'ai adoré. Il y a presque rien à ajouter. Il y a un fond social, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien filmé. On sent que la réalisatrice elle maîtrise les codes des comédies, autant celles un peu cheesy, bien américaines, autant les comédies un peu intello à la Woody Allen, tout ça. Il y a un mélange des genres qui est trop bien maîtrisé. La photo est très belle, c'est filmé à la pellicule aussi. Ça cite des philosophes, il y a des zooms en mode années 70 un peu rétro. C'est drôle, c'est extrêmement joli, c'est trop bien. Donc Holdovers d'Alexander Payne, bah, tout le monde l'a dit, c'est un des films qui revient souvent dans les tops de cette année, qu'on a appelé Winter Break en français, au lieu de The Holdovers, peut-être pour qu'on comprenne que c'est les vacances d'hiver et que ça attire plus de monde au cinéma. Attention tout de même à ne pas confondre avec Winter Break, le film de 2003, qui est une sorte de American Pie mais au ski. Donc c'est l'histoire d'un ado dans un lycée de riches qui est censé partir en vacances, mais au final non, parce que sa mère a un nouveau mec et elle s'en tamponne. Et du coup, bah, il se retrouve coincé dans son lycée avec d'autres élèves, la cuisinière super cool et le prof coincé du cul qu'il déteste. Et là, celui que je dessine, du coup, c'est le héros, il est joué par Paul Giamatti. Et c'est une super révélation. J'ai hâte de voir cet acteur ailleurs. Ça m'a fait penser à la Trappe-Cœur, il y a une vibe années 50, gamin désabusé et tout. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film de Noël. Et trop bien en fait, ça fait chialer. Super film qu'on a envie de revoir, je pense. Past Lives, Nos vies d'avant de Céline Song. Le Nos vies d'avant, il a été rajouté là encore pour le public français quoi. Histoire qu'on comprenne bien que Past Life en fait ça veut dire les vies d'avant. Donc c'est vie d'avant, virgule, nos vies d'avant en français. L'histoire, c'est quoi? C'est une artiste coréenne qui renoue avec son amie d'enfance. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis et en fait, lui, il est resté en Corée. Et les deux se demandent ce qui aurait pu se passer si elle n'était pas partie. Du coup, l'histoire, c'est l'amour qu'on aurait pu vivre, mais auquel on est passé à côté. Et juste pour ça, bah, le film est génial parce que c'est un thème qui peut parler à plein de monde. C'est tendre, c'est doux, c'est c'est super simple. Les gens ils se comportent pas comme des connards, ils sont dignes, ils sont tendres, ils sont à l'écoute. Et bah c'est bouleversant. Vraiment un très très beau film. On peut passer à côté justement parce que c'est simple et que même là en résumant l'histoire j'ai l'impression d'avoir presque tout dit. Mais je trouve que c'est cette simplicité qui fait sa force aussi. C'est le film, enfin un des films préférés de Christopher Nolan avec After Sun dont j'ai parlé au début. Attendez je rote. Ok. Ce qui est pas du tout étonnant parce que c'est deux films qui parlent du temps qui passe et que le mec est fan de temps. Et à ce stade, vous devez vous demander, mais où est Oppenheimer dans ce classement? Eh bien, bonne question Timothée. Il n'y est pas car je n'ai pas aimé le film. En tout cas, il m'a pas trop touché. Je trouve que c'est un super film, mais j'y repense pas. Si, j'y repense, mais en fait, je pense à Albert Einstein dans le film, qui est trop mignon avec son petit chapeau. Il est vraiment trop mignon. Je le vois là comme ça, dans le champ, il est trop mignon, putain. Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras.
J'ai pas vu de beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de, j'ai pas vu le compte Doku en fait dans un Star Wars depuis longtemps. J'ai pas vu beaucoup de, allez, c'est ciao. Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras. J'ai pas vu beaucoup de documentaires cette année, mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment super. C'est un film sur la photographe Nan Goldin, qui est une photographe très connue du milieu underground new-yorkais dans les années 70. Et je suis pas du tout familier de son travail, mais j'ai adoré le découvrir sur un écran de cinéma. Et ça parle surtout de tous les drames qu'elle a vécu et ça m'a ému à plein de moments. C'est super bien articulé, surtout entre son enfance, ses photographies. Et aujourd'hui, elle mène un combat contre l'oxycodone. C'est super et j'avais envie de mettre un documentaire dans ce top. Ashkal de Youssef Chebbi. Donc pour le public français, c'est Ashkal, l'enquête de Tunis. Histoire qu'on comprenne bien que ça se passe en Tunisie et qu'il y a une enquête. C'est mon petit coup de cœur, c'est une pépite, j'ai trop aimé. On suit deux enquêteurs qui essayent de trouver qui est responsable de l'immolation d'un gardien d'immeuble. Et petit à petit, il y a deux immolations qui ont lieu et le mystère s'épaissit. Trois raisons qui font que j'ai adoré ce thriller. Le fond politique, je parle de fond mais c'est en première ligne. En gros, ça se passe après la chute de Ben Ali, à un moment où la Tunisie essaye de juger les exactions commises par la police sous le régime et qu'elle essaye d'en finir avec la corruption. Deuxième point, duo de flics charismatique. C'est pas moi qui fais les règles, mais dans un bon thriller, il faut souvent deux personnages stylés. Et troisième point, l'ambiance, en fait, c'est une sorte de thriller de chantier. Ça se passe dans un quartier de Tunis qui s'appelle les Jardins de Carthage, où ils devaient faire plein d'immeubles de luxe, mais la plupart des immeubles ont été arrêtés. Enfin, ont été stoppés, et du coup, c'est plein de tours inachevées, un peu vides, et en plus, c'est souvent filmé de nuit. L'atmosphère est hyper angoissante, le travail de l'ambiance est vraiment génial, du jamais vu. J'ai adoré, une petite pépite. Et Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki, réalisateur finlandais. C'est trop mignon, j'ai adoré. C'est une histoire d'amour contrarié entre deux personnes. Kaurismäki, il est connu pour faire des films un peu absurdes avec des personnages taiseux. Après, peut-être que j'ai adoré parce que c'est la première fois que je vois un film de lui, mais ça m'a donné envie de voir tous ses autres films. Et ça dure qu'1h20, c'est un plaisir. Les personnages, ils sont tous un peu taiseux et mélancoliques. C'est super poétique. Il y a un petit côté David Lynch, comme dans certains de ses films, comme Une histoire vraie. On pourrait comparer ça aussi à une sorte de Wes Anderson qui arrive bien après, mais dans le fait que tout est stylisé et que les personnages ne se comportent pas de manière réaliste, quoi. Il y a un travail de couleur, de cadrage, leurs vêtements sont trop cool, j'ai trop aimé. Très bon résumé de ce commentaire, là encore, qui dit exactement pourquoi c'est cool. Un homme, une femme, tristesse, précarité, solitude, beaucoup d'alcool pour lui et d'ennui pour elle. La guerre en Ukraine à la radio, un humour finlandais, bizarre. L'amour, peut-être, un plan final d'une grande banalité, prix du jury à Cannes. C'est exactement ce qu'on veut. Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand. C'est drôle, c'est angoissant en même temps. On raconte une amitié toxique entre quelqu'un qui parle pas beaucoup et quelqu'un qui parle beaucoup trop. Film que j'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'amitié entre Miralles et Sedok dans un petit village où on s'emmerde pas mal. De voir cette espèce de scène qui se répète avec des jeunes qui boivent des bières sur le même banc tous les soirs, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui s'ennuient à mourir, et pour autant un personnage qui croit qu'il sait tout mieux que tout le monde. Ça m'a parlé parce que j'ai eu l'impression d'avoir vécu ces situations, ça m'a fait plaisir de voir un film qui évoque des jeunes de village. Un film à voir pour Anthony Bajon, Galatea Bellucci, Malabar le chien, Raphaël Quenard, La région Occitanie, L'île rouge de Robin Campillo, qui avait réalisé 120 battements par minute. C'est un film sur une famille française à Madagascar. On suit la vie dans la caserne militaire à côté, où le père travaille. Cette famille vit encore le rêve colonial et on est quelques jours avant le départ définitif des Français. Et pour la plupart, ils n'ont pas envie de rentrer. Donc là encore, c'est un film à travers les yeux d'un enfant, plus jeune des fils, qui se sent un petit peu à part et on voit qui scrute son père, sa mère, leurs différences, et qui analyse un peu cette famille des années 70, bien typique, bien cliché. Il y a une réflexion sur la masculinité, c'est un joli film sur les sensations, le fait de se faire tout petit et d'observer des choses qu'on ne devrait peut-être pas voir et des choses qu'on comprendra bien plus tard. C'est inspiré de l'enfance du réalisateur justement. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Alors là j'ai choisi de dessiner le comédien Dali Ben Salah.
et que je l'ai découvert, comme tout le monde à mon avis, dans le clip Territory de The Blaze. Mais tous les comédiens sont top. C'est un film sur la justice réparatrice, ça parle des traumas, de la colère, de la prison. Surtout une discussion entre générations, entre des gens qui ont été victimes de violences et d'autres qui sont derrière les barreaux. C'est trop rare un film comme ça et ça met en valeur les gens qui bossent là-dedans et qui font un métier vraiment pas facile. C'est pas manichéen, moi c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a des personnes qui ont besoin de parler, de se faire comprendre, des personnes qui ont besoin d'être pardonnées, d'autres pas du tout. Pas du tout en train de dire oh, la justice réparatrice va tout résoudre et c'est fait pour tout le monde. Pour autant voir des gens qui parlent et qui arrivent à bien se parler, quand bien même c'est de la fiction. Et surtout un film qui dit aussi que juste mettre des gens en prison sans discussion derrière, ça va rien résoudre. Enfin, ça a pas fait plaisir à Fab91 qui dit justice réparatrice, pays de dingue. Pure propagande bobo. How to Have Sex de Molly Manning Walker. Contrairement au film d'avant, ça m'a pas vraiment fait du bien, mais ça reste là aussi un film nécessaire. Le résumé, c'est trois amies anglaises qui décident d'aller dans une ville en Grèce pour faire la teuf pendant plusieurs jours consécutifs, boire un maximum d'alcool et baiser. Ça parle de la pression qu'on se met liée au sexe quand on a aux alentours de 18 ans. Et j'ai pas trop envie d'en dire plus, mais ce que ça raconte et la manière dont ça le raconte, ça change de ce qu'on voit en général au cinéma. Et c'est pour ça que c'est un film important et je pense qu'il a touché plein de monde. Je repense quand même au fait qu'au-delà du discours du film, les personnages sont attachants. Un film qui m'a rappelé des sensations que j'avais pu ressentir en regardant des séries comme Skins, touchant par rapport à ce que ça raconte de l'amitié. Donc ouais, bon film, réalisatrice à suivre, hâte de la suite. Reality de Tina Satter, un film dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est un ovni parce qu'en fait c'est une retranscription hyper fidèle d'un rapport du FBI, vraiment intriguant comme film. Et c'est un film où j'ai juste vu des critiques et l'affiche où il y a juste la tête de Sydney Sweeney. J'étais pas sûr qu'on dise Sydney Sweeney, je suis allé vérifier. J'ai découvert ce site où il y a la prononciation d'à peu près tout. Sydney Sweeney. C'est incroyable. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Kim Jong-un. Kepa Arrizabalaga. Ça commence direct par Reality Winter qui rentre chez elle. Et il y a plusieurs agents du FBI sur place, personne ne nous explique. J'étais complètement perdu au début. Vraiment chaque dialogue est tiré de la retranscription officielle de l'interrogatoire du FBI quoi. Et en gros on va en apprendre de plus en plus sur qui est cette Reality Winter et pourquoi il y a des policiers chez elle. C'est un film dingue en termes de suspense. Je voulais absolument savoir où est-ce que ça allait. Sydney Sweeney. Ça fait plaisir de la voir loin du rôle de Cassie dans Euphoria. Ici c'est tout en retenue et en silence et trop forte. Le film est réussi grâce à elle. Le procès Goldman de Cédric Kahn et je dessine Arthur Harary qui est le comédien qui joue l'avocat justement de Pierre Goldman et qui est également scénariste dans la vie puisqu'il est le mari de Justine Triet et qu'ensemble ils ont écrit Anatomie d'une chute. Regardez-moi comme ils sont classe. Le procès Goldman, du coup, qui ne parle pas de Jean-Jacques, mais du demi-frère de Jean-Jacques, Pierre Goldman, qui est un militant de gauche. Ce film parle du procès en 76. Pierre Goldman est accusé d'avoir tué 2 pharmaciennes et le reste de l'histoire est plutôt flou. Et tout le film balance justement entre adorer ce personnage et le trouver super bizarre et est-ce qu'il est coupable ou non. Un personnage assez flou que Pierre Goldman, puisque c'est, comme j'ai dit, un militant, mais qui a fait autant la guérilla au Venezuela, qui est revenu, qui a fait des braquages en France, et surtout, à cette époque-là, en 76, qui a écrit un livre, et un livre dont toute la gauche française s'est emparée. Et quand a lieu le procès, il y a beaucoup de personnalités qui le soutiennent. C'est un film réussi parce que justement il joue parfaitement sur cette ambiguïté et il arrive à retranscrire un peu l'état d'esprit de la France dans les années 70 et à quel point ça ressemble au débat qu'on peut avoir encore en France aujourd'hui. On est un peu perdu à la place du jury, on a essayé de se faire une opinion. Donc bon film de procès et même mon ami Gianni peut témoigner, on était en gueule de bois et on n'a pas dormi et on a trouvé ça super. Tout de suite Gianni qui dit qu'il était en gueule de bois mais que pour autant il s'est pas endormi, il a trouvé ça super. Ouais, salut, c'est Gianni. J'étais en gueule de bois, mais franchement, j'ai trouvé ça super. Au fait, tu me dois toujours 10 € pour le Merci kebab. mec, merci Gianni.
Mars Express de Jérémy Perrin. Une bonne histoire d'enquête à la Blade Runner, il y a plein de références de partout. Et surtout un super film de science-fiction. J'ai trouvé ça trop bien. Le doublage de Léa Drucker est incroyable. Il est bourré ou quoi? Reculez! Il est sûrement déplombé. Plus autoritaire sur le reculé? Oui, je pense. Reculez! Il est sûrement déplombé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est un film d'animation pour adultes, entre guillemets. Et que pour autant, ils n'ont pas poussé les potards à fond en se disant on va mettre un max de violence et de cul. J'espère qu'il y a eu suffisamment de gens qui sont allés le voir au cinéma pour qu'on puisse avoir une suite ou en tout cas un second film de la part du même studio. Marcel, le coquillage. Ça va les filles là? On peut enregistrer un truc ou c'est chez vous là? Ouais, ok, ouais. Marcel, le coquillage avec des chaussures, de Dan Fleischer-Camp, qui raconte l'histoire de Marcel, un petit coquillage qui vit seul avec sa grand-mère, seul depuis sa séparation avec le reste de sa communauté qui a disparu. Et un jour, un réalisateur de documentaire les découvre dans son Airbnb. Il décide de faire des vidéos avec Marcel et la vidéo devient virale. Et Marcel devient une star. C'est un film extrêmement mignon. J'ai trouvé ça vraiment super beau, c'est mélancolique, c'est poétique. Mettez du respect sur Marcel. Ça change de la 3D ou de l'animation traditionnelle, là on a vraiment un mélange de stop motion et de prise de vue réelle. C'est peut-être pas un film inoubliable, mais la proposition est assez originale pour que j'ai eu envie d'en parler ici. Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Into the Spider-Verse. Un film de Joaquim Dos Santos, Justin Thompson et Kemp Powers. J'ai adoré, je trouve ça toujours incroyablement beau. C'est pas un film qui a besoin que je lui fasse de la pub, mais j'ai adoré. Pour le coup, l'histoire m'a moins touché peut-être, en tout cas est moins aboutie sur tout ça que le premier. Mais j'ai trouvé ça trop bien, ça se concentre davantage sur le personnage de Gwen Stacy. Et en fait, j'ai l'impression que c'est surtout là pour amorcer un 3e épisode qui clôturera l'histoire. Et puis je trouve ça audacieux de se concentrer davantage sur ce qu'on veut raconter sur l'ensemble plutôt que de faire un film pour qu'il soit plus spectaculaire que celui d'avant. Il est peut-être plus intime, mais je trouvais ça vraiment génial. Commentaire très pragmatique de ce client d'Amazon qui dit « Pas terrible, mais ça a plu à mes enfants, donc yes ». Et dernier film interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto. Je vais passer vite parce que j'en ai marre de parler. Mais suit l'histoire d'une famille italienne qui travaille comme des dingues, qui sont dans le Piémont. Il y a la guerre en Libye, il y a la montée du fascisme de Mussolini. Ils doivent quitter l'Italie pour vivre dans de meilleures conditions en France. Ils subissent des discriminations, d'où le titre qui fait référence à un panneau. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien, il y a plein de petites bonnes idées, ça arrive à être touchant et en même temps rigolo. Il y a une vache bizarre, des maisons en carton, des arbres en brocoli. Comme pour Marcel, je trouve que ça fait plaisir de voir des films qui changent. Et est-ce que je suis objectif parce que je m'appelle Di Pinto? Pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos qui sont vraiment super. C'est faux, c'est des blagues, ça n'existe pas.